la parole à Nathalie Dessau. Nathalie Dessau est psychologue, sexologue. Elle enseigne dans le même diplôme interuniversitaire à Nantes. Elle est plus particulièrement spécialiste des TTC qu'elle va nous présenter aussi dans son historique et qui aborde les différentes dimensions aussi de la sexualité humaine. Merci. À toi, Nathalie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement l'évaluation telle qu'on l'a fait dans les thérapies comportementales et cognitives, comment on peut l'appliquer aux troubles sexuels et quelle est l'évolution actuelle justement de l'évaluation dans les TCC, puisqu'on va partir d'une démarche diagnostique qui s'est mise en place dès le début des thérapies comportementales et cognitives pour arriver à ce qu'on développe aujourd'hui dans les TCC, ce qu'on appelle l'approche processuelle. Alors, les fondamentaux déjà. La sexualité, le comportement sexuel humain s'appuie sur deux réflexes autonomes, la vasocongestion et l'orgasme. Et tout le reste, le comportement sexuel en lui-même, est appris. On peut donc définir la sexualité humaine comme étant la somme des apprentissages corporels et cognitifs qui permettent de passer du premier réflexe, l'excitation génitale, lubrification, érection, jusqu'au deuxième réflexe, l'orgasme, un orgasme qui sera accompagné d'une émotion plaisir. Dans ce contexte-là, si le comportement sexuel est appris, le recours au TCC semble tout à fait fonctionnel. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé dès le début des premières thérapies sexuelles, Master et Johnson, finalement, ont mis en place une sexothérapie qui visait à développer de nouveaux apprentissages de manière graduelle en abaissant la réponse anxieuse. Et tous les professionnels de la TCC développent ce genre de pratique thérapeutique. Le Sensate Focus, finalement, c'est une TCC qui associe à la fois une technique d'exposition, on s'expose à la situation sexuelle, alors que bien souvent, lorsqu'on est porteur d'une dysfonction sexuelle, on est plutôt dans des stratégies d'évitement, et on s'expose à la situation sexuelle de manière graduelle, de manière progressive, de manière petit à petit à entraîner ce qu'on appelle une habituation de la situation et petit à petit une suppression de la réponse anxieuse, dont vous savez qu'elle est l'une des principales causes du trouble sexuel, avec notamment la sécrétion d'adrénaline qu'elle entraîne et l'empêchement de la réponse sexuelle, de l'excitation sexuelle de se développer. Et on remarque aussi que Master et Johnson, quand ils ont mis en place le Sensate Focus, ils l'appliquaient de manière systématique à tous les troubles sexuels, et ce, de manière efficace. C'est bien qu'on va arriver à la conclusion qu'on développera par la suite, c'est qu'il y a bien quelque chose de commun à tous les troubles sexuels. On en reparle un peu plus tard. Donc les TCC, si on fait un petit résumé, les TCC, c'est l'application clinique des découvertes de la psychologie scientifique qui établit que tous les comportements humains dépendent d'apprentissage. Les TCC sont des thérapies reconnues, validées, reconnues avec une efficacité de grade A par l'enquête INSERM qui a été faite en 2004. Elles s'appuient sur le modèle tridimensionnel des comportements humains. Le modèle tridimensionnel met en interaction trois dimensions importantes, la cognition, l'émotion et le comportement, ces trois dimensions s'appuyant sur la physiologie, sur le corps. Les TCC ont connu trois vagues thérapeutiques. La toute première, celle qui continue de donner aux TCC leur dénomination de thérapie comportementale, c'était le behaviorisme à partir des années 50. Dans le behaviorisme, la cible, c'était la modification du comportement, justement en associant exposition et désensibilisation, comme ce qu'on a fait dans le Sensate Focus. La deuxième vague, à partir des années 70, c'est la vague dite cognitiviste. Effectivement, la psychologie cognitive a commencé à étudier les processus conscients et inconscients, ce qui est dans la boîte noire, ce qui se passe entre le stimulus, à savoir la situation de l'environnement, et la réponse comportementale. Donc tous ces processus, on va dire, de l'esprit, qui finalement organisent les perceptions à travers les 5 sens, les organisent, les filtrent et surtout les interprètent. La troisième vague, celle que l'on développe actuellement, qu'on appelle la troisième vague des TCC, se base sur ce qu'on appelle une approche contextualiste. C'est-à-dire que dans cette vague-là, ce qui est important par rapport à un comportement, ça n'est pas sa valence, ça n'est pas le fait qu'il soit bon ou mauvais, ça dépend dans quel contexte il apparaît. Et un comportement peut être intéressant dans un contexte particulier et dysfonctionnel dans un autre.
Dans ce contexte-là, justement, l'objectif, ce ne sera plus tellement la modification du comportement ou de la pensée ou de l'émotion, ce sera une stratégie qu'on appelle d'acceptation, c'est-à-dire d'accueil, accueillir à l'intérieur de soi tout ce qui est expérience intérieure aversive, c'est-à-dire tout ce qui est pensée ou émotion négative, pour pouvoir privilégier finalement le recours à un comportement qui sera cohérent avec les valeurs de vie. Quelque part, on va privilégier le comportement, un peu comme dans la vague behavioriste, en sachant développer une mise à distance des processus cognitifs qui nous mènent justement à une réponse dysfonctionnelle. On a donc 3 niveaux d'intervention thérapeutique dans les TCC. Un niveau qui va concerner le comportement observable. On s'appuie sur les lois de l'apprentissage avec les 2 types de conditionnement qui ont été développés, le premier par Pavlov en 1890 aidé, qu'on appelle le conditionnement répondant, puis le conditionnement opérant qui a été développé par Skinner dans les années 50, puis modification des processus cognitifs. Les TCC s'appuient sur ce qu'on appelle le modèle de traitement de l'information, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que toute information issue de l'environnement est triturée à l'intérieur de l'esprit et codée d'une certaine manière pour aboutir à une sortie observable qui est le comportement. Les processus cognitifs, ce sont donc les processus de pensée, mais pas que. Les processus cognitifs, ce sont également les processus attentionnels. Et on sait aujourd'hui que dans la psychopathologie et dans les troubles sexuels aussi, il y a une focalisation de l'attention sur tout ce qui est phobogène, anxiogène. Et un des outils thérapeutiques qu'on développe beaucoup aujourd'hui, ce sont justement les stratégies de réentraînement attentionnel. Et puis on va cibler la modification des émotions ou des sensations lorsqu'on va parler de sexualité. L'émotion, c'est avant tout une réaction corporelle, c'est une sensation physique avec un certain nombre de modifications physiologiques. Et cette émotion va petit à petit se transformer en affect, qui est donc un phénomène mental, va développer un sentiment à partir de la cognition associée à cette émotion corporelle. Dès lors, l'excitation sexuelle peut être considérée comme une émotion qui sera codifiée en fonction de ces processus conscients et inconscients de l'esprit, en plaisir ou en déplaisir. Conditionnement et sexualité. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 types de conditionnement, le conditionnement répondant et le conditionnement opérant. Alors certains comportements sexuels peuvent s'analyser en fonction d'un conditionnement répondant. Un conditionnement répondant, c'est l'association entre un stimulus neutre et un stimulus conditionnel. Si on l'applique à la sexualité, ça peut être petit à petit, progressivement, l'apparition d'une excitation sexuelle associée avec un objet, un contexte, une odeur, un bruit. Si je vous prends un exemple, toutes ces petites jeunes femmes qui vous expliquent en consultation avoir appris à se caresser, à développer une excitation en frottant leur sexe avec un coussin ou un nounours, ont développé quelque part un comportement sexuel à base de conditionnement répondant. C'est-à-dire qu'elles ont appris à avoir une excitation par un contact indirect et dès lors, assez souvent, lorsqu'elles sont dans une situation avec partenaire, elles ne retrouvent pas les mêmes conditions sur leur montée excitatoire et ça peut poser des problèmes. On va retrouver ce genre de choses aussi dans l'instauration du vaginisme primaire, par exemple, ou bien, pourquoi pas, dans certaines paraphilies. C'est-à-dire qu'il y a une codification qui se fait en association entre excitation sexuelle et un autre stimulus qui, à la base, était neutre. Les fétichistes qui se montrent leur excitation à partir, effectivement, d'une certaine façon de s'habiller répondent tout à fait à cette analyse-là. Le conditionnement opérant est donc un conditionnement qui s'opère, un comportement qui s'ancre dans la réalité de la personne à partir des conséquences qu'il entraîne. Par exemple, un adolescent dont la masturbation va être surprise par un parent peut tout à fait développer à l'âge adolescent ou adulte une anorgasmie. Une perte d'érection occasionnelle à l'occasion d'une fatigue va créer des processus cognitifs d'anticipation négative, une anxiété de performance qui va être à la source de la répétition de ce trouble de l'érection. Donc vous le voyez, les troubles sexuels répondent parfaitement bien aux analyses basées sur les lois de l'apprentissage. On peut prendre d'autres exemples, donc la dysfonction érectile. Si on reprend notre modèle tridimensionnel, au niveau des cognitions, voilà, je dois lui donner du plaisir. L'émotion, c'est de l'anxiété, c'est de la peur. Le comportement, qu'est-ce qu'on va voir ? C'est quelqu'un qui va faire durer les préliminaires de façon beaucoup plus importante pour retarder le moment fatidique où il faudra réaliser la pénétration.
Toute cette anxiété, cette anticipation négative va créer forcément une sécrétion d'adrénaline plus importante qui va aboutir effectivement à la dysérection. Si on prend l'exemple du vaginisme, on peut avoir d'ailleurs des cognitions tout à fait similaires à la base. Ça va développer des émotions d'anxiété, de dégoût et un comportement observable autour de l'évitement de toute situation de rapprochement et puis des conflits conjugaux qui sont utilisés quelque part pour pouvoir éloigner encore la sexualité. Et encore une fois, toute cette anxiété va aussi contribuer à cette contracture réflexe au niveau du périnée, une réaction plutôt phobique. Et les personnes qui sont porteurs de ces troubles sexuels répètent à l'infini ce cercle vicieux, effectivement, qui associe ces trois dimensions. Donc, dans les TCC, on développe une démarche diagnostique selon un modèle dit médical. Qu'est-ce que c'est le modèle médical de la démarche diagnostique? Patrice Lopez vous en a fait une présentation tout à l'heure. On va commencer par évaluer les symptômes, on va évaluer certains critères en fonction de leur absence ou de leur présence. À partir de là, on va pouvoir établir un diagnostic et en fonction de ce diagnostic va se profiler une prise en charge, un traitement spécifique au trouble. Le fait de diagnostiquer implique un système de classification internationale qui permet deux choses, qui permet de pouvoir faire des études scientifiques et qui permet aussi une meilleure communication entre les soignants. Dans les TCC, on se base sur le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. C'est le système nosographique de référence des TCC. Il permet l'application de l'evidence-based medicine à la psychothérapie, qu'on appelle l'evidence-based practice, et qui sous-tend toutes les études scientifiques. Et en TCC, on réalise énormément d'études de validation des approches thérapeutiques. Le DSM s'appuie sur une approche catégorielle. Il décrit des tableaux cliniques à partir de l'absence ou de présence de critères précis, puis il va classifier ces tableaux cliniques en catégories distinctes. Les troubles sexuels ont leur place dans le DSM depuis sa création en 1952, sachant que la dernière édition du DSM, le DSM-5, est paru en 2013. À partir de là, les dysfonctions sexuelles, masculines comme féminines, vous les connaissez. Ce qu'on va repérer, c'est qu'il existe aussi dans le DSM des dysfonctions sexuelles, enfin des troubles sexuels qui n'ont pas de dénomination. Et ce sont donc des autres dysfonctions sexuelles spécifiées ou des dysfonctions sexuelles non spécifiées. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi je cherche encore à savoir ce que c'est. En attendant, on va appliquer ce diagnostic-là quand on ne sait pas ce que c'est. Et ça pose quand même question. Ce qu'on repère quand même dans le DSM-5, qui était une nouveauté, c'est-à-dire que petit à petit, on a essayé de faire évoluer le DSM d'une approche purement catégorielle à une approche qu'on nomme dimensionnelle, qui permet de prendre en compte un petit peu les comorbidités. Et notamment en ce qui concerne la femme, il y a depuis le DSM-5 association de plusieurs troubles entre eux. Ainsi, les troubles avec douleur réunissent vaginisme et dyspareunie qui jusqu'alors étaient des entités séparées. Et les troubles du désir et de l'excitation sexuelle ont également été réunis en une seule catégorie. Donc en TCC, on commence par faire quoi? On commence bien sûr par évaluer et on commence par faire un recueil des données, c'est-à-dire un recueil des symptômes pour établir un diagnostic. Par la suite, on va commencer à réfléchir, à raisonner sur ces informations de manière à formuler des hypothèses explicatives en s'appuyant sur les modèles de l'apprentissage et du traitement de l'information. On cherche les renforçateurs. Qu'est-ce qui maintient le trouble? Et cette façon de raisonner sur les symptômes s'appelle l'analyse fonctionnelle ou la conceptualisation du cas. On répète les analyses fonctionnelles dans différents contextes pour pouvoir aboutir petit à petit à ce qu'on appelle une théorie globale de la personne, dans l'ici et maintenant, qu'on nomme l'axe synchronique, ou dans le passé, qu'on appelle axe diachronique. En fonction de quoi, on va mettre en route une stratégie thérapeutique spécifique qui va découler de ces hypothèses sur les facteurs de déclenchement et de maintien du comportement problème, sur les facteurs cognitifs, et les facteurs cognitifs sont les pensées, les images mentales, le monologue intérieur, également l'attention. On va ensuite évaluer les résultats de cette stratégie thérapeutique. En cas d'échec, l'analyse fonctionnelle sera répétée. Donc en TCC, on applique systématiquement une démarche expérimentale. Une analyse fonctionnelle répond à ces trois questions. Qu'est-ce qui se passe? On va décrire précisément le problème. Dans quelles circonstances? Où on va décrire les antécédents immédiats
et historique. Et surtout, quelles en sont les conséquences ? Les conséquences, c'est un terme important puisqu'il fait référence au conditionnement opérant qui est finalement le modèle d'apprentissage qui sous-tend le plus souvent les conduites humaines, que ce soit des conduites sexuelles ou des conduites relationnelles. Donc, quelles sont les conséquences de cette difficulté sexuelle ? Conséquences sur le plan relationnel et sur le plan personnel. On a développé dans les TCC plusieurs grilles d'analyse fonctionnelle. Je vous en présente une là par exemple qui date de 1981 de l'école belge. Je salue l'école belge dans la mesure où nous nous trouvons à Lille et nous avons associé les sexologues belges à notre grand-messe de la sexologie française pour cette session lilloise. Et puis la grille d'analyse fonctionnelle qu'on utilise beaucoup en TCC, c'est la grille CK qui est élaborée par un psychiatre lyonnais qui s'appelle Jean Cotreau. Et c'est celle-ci qu'on va regarder un peu plus précisément en prenant, pour exemple, en s'appuyant sur un cas clinique de dyspareunie. Donc, dans un premier temps, on va évaluer l'anticipation. Qu'est-ce que la personne se dit avant d'entrer dans la situation sexuelle ? Bien, dans ce cas de dyspareunie, cette personne va se dire, si je laisse mon partenaire m'approcher, il va forcément vouloir aller plus loin, je vais devoir le satisfaire alors que je n'ai pas de plaisir. Donc, on voit qu'il y a une anticipation négative. La situation qui provoque le symptôme, le comportement problème, c'est donc toutes les situations où le partenaire s'approche et toutes les tentatives de rapport sexuel. L'émotion développée, c'est à la fois de l'anxiété, mais aussi de la colère. La signification personnelle que la personne donne à son symptôme sexuel, c'est « je ne suis pas normal et aucun homme ne peut s'intéresser à moi ». La pensée associée à cette dyspareunie, c'est « je risque de le perdre, peut-être que je ne l'aime plus ». L'imagerie mentale, c'est se voir dans un rapport sexuel qui sera forcément interrompu dans son déroulé habituel, ou bien qui va se terminer par une stratégie, une activité sexuelle dite de substitution, c'est-à-dire une fellation ou une masturbation. Au niveau du comportement qu'on nomme ouvert, c'est-à-dire le comportement observable, ce sera l'évitement de la tendresse, l'évitement de toute activité sexuelle, le repli sur soi, l'inhibition. La conséquence sur le partenaire, sur l'entourage, c'est un conjoint qui au départ sera compréhensif et puis progressivement, petit à petit, il va se désengager de la relation puis faire des menaces de séparation, des menaces de relations extra-conjugales. Et au niveau de l'historique de cette patiente, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Une personnalité anxieuse. Dans les facteurs historiques, c'est un couple parental séparé depuis qu'elle était enfant, un job qu'elle exerce y compris en soirée, puisqu'elle est enseignante, elle a des cours à préparer, des copies à corriger. Les facteurs déclenchants, c'est la disparition progressive de son désir sexuel spontané, la prise de conscience finalement de centres d'intérêt différents entre elle et son partenaire. Je vous mets un petit peu en rouge, effectivement, la disparition du désir sexuel spontané, puisque ça fait référence à une comorbidité, la coexistence d'un deuxième trouble sexuel. Les événements précipitant les troubles, c'est le surmenage, trop de travail, c'est le fait que son conjoint travaille un peu loin de la maison et ne rentre que le week-end, donc un lieu de vie non partagé en semaine, et petit à petit un conjoint qui se désintéresse finalement du plaisir sexuel vécu par sa compagne. Et ce qu'on repère aussi dans l'histoire de vie de cette patiente, c'est que parallèlement à cette dyspareunie, à ce trouble du désir, il y a également présence d'agoraphobie. Et ça, c'est quelque chose de très important à repérer, c'est que les comorbidités sexuelles et émotionnelles sont quasi systématiques. Ce sont les mêmes patients. Il y a donc quelque chose de commun parfois entre les troubles sexuels et les troubles émotionnels. Donc, que faut-il penser des comorbidités et de l'approche catégorielle du DSM ? Eh bien, petit à petit, dans les TCC, on a fini par mener une réflexion à se dire que finalement ce système de catégorie du DSM est trop rigide et qu'il ne correspond pas à l'expérience clinique. Il est très pratique effectivement pour pouvoir réaliser des études scientifiques, mais il n'est pas réaliste par rapport à ce qu'on voit dans la réalité de nos patients. Le DSM intègre très peu les comorbidités. On sait que seulement 55% des patients reçoivent un diagnostic unique et 23% d'entre eux reçoivent 3 diagnostics et plus. Certains cas limites n'appartiennent à aucune catégorie, je vous le citais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les troubles non spécifiques, des troubles un peu fourre-tout où on ne sait pas trop ce qu'on va mettre à l'intérieur.
Pour atteindre une description exhaustive des troubles émotionnels et sexuels, la nouvelle édition du DSM-5 a augmenté le nombre de catégories à près de 500 troubles. Donc vous voyez un peu l'augmentation exponentielle du nombre de troubles décrits depuis le début en 1952 jusqu'à 2013. Ça a quelque chose d'effarant et au moment de sa sortie, le DSM-5 a développé tout un tollé général et on a, les initiateurs des précédentes éditions ont protesté contre cette inflation importante du nombre de troubles qui finalement finit par faire penser qu'on est tous un peu fous. Et puis surtout dans le DSM, la fonction des symptômes n'est pas prise en compte. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble maintenant. Donc voilà, les TCC ont évolué et posent un regard critique sur l'approche diagnostique médicale. Parce que les symptômes ont une fonction. Un symptôme peut avoir plusieurs fonctions. Un trouble du désir peut être secondaire à une éjaculation rapide ou un trouble érectile, par exemple chez un homme. Il peut permettre aussi de ne pas faire pression sur une conjointe qui souffre de dyspareunie. Je suis bien sûre que vous avez déjà découvert ça dans vos consultations. Un conjoint qui petit à petit finit par perdre son désir ou par se retirer d'une situation parce que finalement il se confronte constamment à une situation d'échec. Mais c'est donc un trouble secondaire. Un trouble du désir est un symptôme de dépression. Ça fait partie du tableau diagnostique de la dépression. Un trouble du désir, ça peut être évocateur aussi d'apprentissage érotique, d'habileté érotique un peu fragile, d'une absence de plaisir, et bien d'autres choses encore. Donc un symptôme peut avoir plusieurs fonctions, mais des symptômes différents peuvent aussi avoir la même fonction. C'est-à-dire que, par exemple, face à une disharmonie conjugale, on peut, en conséquence, pour pouvoir un peu oublier cette difficulté conjugale, consommer de l'alcool, développer une relation extra-conjugale, manger de façon trop importante, devenir anorgasmique ou perdre son désir, perdre son érection, éjaculer avec retard, à partir d'une même cause. Donc le symptôme n'est pas une information suffisante pour décider d'un traitement. La diversité des symptômes implique la recherche d'une étiologie commune. Et aujourd'hui en TCC, on se base sur une approche transdiagnostique processuelle. L'approche transdiagnostique, c'est une nouvelle conceptualisation de la santé mentale où il est dit que les difficultés sont générées par des processus psychologiques communs à l'ensemble des troubles des comportements, que ce soit des troubles sexuels ou des troubles émotionnels. Ces processus psychologiques sont des médiateurs de la relation entre les facteurs biologiques, sociaux et circonstanciels, qui parlent donc des événements de vie, et les troubles comportementaux. Ces processus contribuent de façon causale au développement et au maintien des symptômes observés. Et c'est eux qui doivent faire l'objet de notre approche thérapeutique. Ces processus psychologiques communs, ils sont au nombre de 5. En premier lieu, l'évitement expérientiel, qui est défini par cette conduite, ce comportement qui vise à se soustraire à la situation ou à la pensée, à la source de l'émotion difficile. Les biais cognitifs sont très présents aussi dans les comportements dysfonctionnels. On a parlé tout à l'heure des biais attentionnels. On va parler aussi des croyances irrationnelles, des schémas cognitifs négatifs. Le déficit de compétences, on parle là des défauts d'apprentissage. Et c'est majeur dans la sexualité, vous le savez bien. 4e type de processus à la source des difficultés, les patterns internes personnels, c'est-à-dire le style d'interaction avec les autres. Et ça s'appuie aussi sur des traits de personnalité, mais aussi sur des apprentissages précoces issus de l'enfance. Comment j'interagis avec les autres? Est-ce que je suis plutôt introverti, extraverti? Est-ce que je me sens sécure dans la relation à l'autre, etc. Et enfin, la dimension motivationnelle. Quels sont les buts et les valeurs poursuivies par l'individu? Et ces 5 processus responsables des difficultés, lorsqu'ils sont dysfonctionnels, eh bien, je vous propose de les évaluer dans la prise en charge de tous les troubles sexuels, quel que soit le trouble sexuel affiché, quel que soit le sexe de l'individu, et peu importe le diagnostic du DSM. Quelque part, aujourd'hui, on se moque de savoir quelle est l'étiquette qu'on va accoler finalement sur la difficulté sexuelle. On va chercher à évaluer quels sont les évitements vécus dans la situation sexuelle. Est-ce que j'évite les situations de proximité? Est-ce que j'évite la sexualité elle-même? Quelles sont les pratiques sexuelles que j'évite? Est-ce que je suis passif ou actif dans la sexualité? Quels sont mes biais cognitifs? Quelles sont mes connaissances
en matière de sexualité, comment je me sens dans mon identité sexuée, dans ma masculinité ou dans ma féminité, comment est-ce que je peux centrer mon attention sur les sensations sexuelles, quels sont mes schémas cognitifs. Au niveau des apprentissages, quelle est mon expérience sexuelle, quelles sont mes habiletés érotiques, est-ce que je suis capable de conscience interoceptive, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir conscientiser et repérer les sensations internes spécifiques de l'excitation sexuelle. Quel est mon style relationnel? Est-ce que je suis capable d'entrer dans une intimité émotionnelle? Et je vous suggère de venir samedi matin m'écouter parce que je vais vous raconter un petit peu beaucoup de choses autour de l'intimité émotionnelle. Quel est mon style d'attachement? Est-ce que je suis sécure ou insécure dans la relation à l'autre? Quelles sont mes habiletés de communication? Et enfin, au niveau de la dimension motivationnelle, à quoi sert la sexualité? Quelle place a la sexualité dans la vie de l'individu? Parce que la sexualité, elle nous sert à avoir du plaisir, mais pour un certain nombre de personnes, elle est aussi transitionnelle pour obtenir autre chose. Donc à chaque processus correspond une prise en charge spécifique dans les TCC. Dans l'évitement expérientiel, on va effectivement développer de l'exposition graduelle. C'est là que vient prendre la place du Sensate Focus, par exemple. Lorsque les biais cognitifs sont effectivement carencés, enfin quand il existe des biais cognitifs plutôt, pardon, on va focaliser sur des prises en charge mobilisant l'attention sur les sensations sexuelles. On utilise en TCC un outil qui est le mindfulness, mais Catherine Bassereau tout à l'heure va vous faire une communication sur toutes les thérapies à médiation corporelle qui finissent par aboutir effectivement à cette attention focalisée sur les sensations sexuelles. Et pour les biais cognitifs, on va mettre en route, on va dire, une thérapie cognitive classique, soit à base de restructuration cognitive, où on enseigne à l'individu à modifier les pensées qui apparaissent dans certains types de situations, ou bien on va développer ce qu'on appelle de la diffusion cognitive, qui est plutôt l'approche qu'on développe dans la troisième vague de la TCC. La diffusion cognitive, c'est la capacité à mettre de la distance avec les processus verbaux internes et à focaliser plutôt son attention sur le comportement qu'on souhaite développer dans sa vie. Lorsqu'on est face à des déficits de compétences, bien évidemment, le b.a.-ba d'une sexothérapie, vous le savez bien, ça commence par de l'éducation sexuelle. On va développer aussi de la guidance corporelle. Et autour de cette guidance corporelle, vous allez avoir une communication de Jocelyn Sébille qui va vous parler de la grille d'évaluation du sexo-corporel. Et on va pouvoir développer, pourquoi pas, de la masturbation guidée. Au niveau du style relationnel, en fonction des traits de personnalité chez l'individu, notamment chez les personnes plutôt introverties, on pourra pourquoi pas développer des thérapies d'affirmation de soi ou proposer une thérapie de couple. Et en ce qui concerne la dimension motivationnelle et la place laissée à la sexualité dans la vie de l'individu, pour ma part, en tout cas, je développe la thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, où effectivement on focalise son attention sur ce qu'on veut vraiment développer dans sa vie. Et vous savez bien qu'on a beaucoup de patients qui arrivent en consultation parce qu'ils souffrent de ne pas avoir une sexualité épanouie. Et s'ils viennent consulter, c'est que quelque part la sexualité est quelque chose d'important pour eux. Et réussir à les ancrer finalement dans ce qui compte à leurs yeux, ça leur permet finalement de s'engager dans des expériences différentes. Et ça n'est possible que si on valorise leur action. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait actuellement dans les TCC en termes d'évaluation. Je vous remercie de votre attention.